Aujourd'hui, dans Nickelodeon, on rehausse nos selles, on taille sa plus belle moustache et on se rend en 76 pour découvrir ou redécouvrir un film très cool avec notre ami Charles Bronson. Le film s'appelle Le solitaire de Fort Humboldt, mais avant d'en arriver là, il s'est passé 2 ou 3 choses. Comme on l'a vu avec Les Collines de la Terreur, le duo fonctionne bien et Michael Winner a trouvé la formule idéale permettant à Bronson de captiver son audience. Un minimum de gestes et de mots pour un maximum d'impact. Et dans la foulée, Winner réitère en déplaçant habilement le procédé dans un contexte contemporain avec, et là aussi il faut que je me contienne, The Mécanique ou Le Flingueur, un pur film de tueur à gages minutieux qui convoque de longues scènes silencieuses de tension et qui écrase tous ceux qui tentent de se rapprocher de ce modèle. Et oui. Le film prend le pari d'une longue scène d'intro dénuée de tout dialogue où le tueur prépare son contrat avec précision. Les yeux mi-clos, le regard concentré, toute la force tranquille de Bronson est à l'image dans une mise en scène impeccable. Les gestes précis de l'acteur et son allure laconique font monter la tension en un rien de temps. Puis bien sûr, l'histoire évolue et devient plus bruyante, ça reste les années 70. Le film est excellent et pourtant la distribution est toujours tiède. Le film passe quasiment inaperçu et n'est distribué qu'en double programme. Il manque quelque chose pour convaincre les Américains avides de bon goût. Et c'est un certain Dino De Laurentiis qui vient compléter l'équation. Oui, cet Italien vous dit sûrement quelque chose et c'est normal, le type a produit 2 ou 3 trucs. Mais avant ce joli palmarès américain, il produit en 72 Cosa Nostra, qui permet à Terence Young, le papa de ça, de retrouver l'Indien 1 an après Soleil Rouge. Un buddy movie plutôt sympa, où l'Ouest rencontre l'Est, avec la présence de l'ultra-classe Toshiro Mifune, un Shanghai Kid avant l'heure si vous voulez. Cosa Nostra donc, un tout autre registre où vous pouvez vous délecter de la rencontre entre Bronson et Lino Ventura, dans une adaptation européenne de la mafia sicilienne, et qui malgré son succès sera éclipsée par son jumeau la même année. Après ça, De Laurentiis produit Le Cercle Noir, la 3e collaboration avec Winner, et Chino, ses retrouvailles avec John Sturges 10 ans plus tard. Puis son studio italien Dinocita fait faillite, et il décide d'ouvrir sa nouvelle compagnie aux États-Unis, et ainsi produire la 4e collaboration entre Bronson et Winner, le bien nommé Un justicier dans la ville, ou Death Wish. Voilà, c'est ça qu'il leur fallait. De la violence en barre, une ode à Nixon et au lobby des armes, et surtout pas ces scènes où on écorche notre fierté nationale. Ça ou Jeff Goldblum peut-être. Avec son budget de 3 millions et ses recettes de 22 millions, c'est effectivement un coup gagnant auprès du grand public. Mais la critique est indignée face au ton radical et à certaines scènes brutales, et de viol notamment. Le film divise, choque, agite, son contexte quasi-apocalyptique et ses agresseurs blancs étaient pourtant censés éviter la controverse, mais l'emballement général ne démord pas. The late great Charles Bronson. Name of the movie? Come on. Death Wish. Remember that? Cut you up, sir. We're gonna cut you up. Big. Mais Bronson est content, le film marche bien, et lui se contente des retours favorables du public face à son divertissement. Le succès retentissant du justicier va enfin le placer en star numéro 1 dans son pays, et lancer au passage la mode du vigilante movie. Salut Ferrara. Dorénavant, il n'a plus qu'à se laisser porter de plateau en plateau, entraînant avec lui ses humeurs et ses exigences, que sont globalement du pognon et jouer avec sa femme, et s'essayer à différents registres pour s'éloigner du justicier dans lequel on l'enferme. 2 excellents rôles, l'un chez Richard Fleischer en Mr. Majestic, et l'autre dans la première réalisation de Walter Hill en Bagarreur. Puis arrive Tom Gries, un réalisateur pas du tout de premier plan, les plus réputés s'étant lassés de ses exigences, avec qui il va tourner coup sur coup L'Évadé, puis Le Solitaire de Fort Humboldt. Bronson est donc au sommet, et son jeu n'a rien perdu de son magnétisme. Il rempile pour ce film, qui est un savoureux mélange de western, de locomotive et de whodunit, cette drôle d'expression qu'on pourrait traduire par « qui l'a fait », et qui désigne une structure à énigme, souvent dans un lieu confiné, et qui permet en général d'éviter de plagier le Cluedo. Les exemples les plus courants sont évidemment littéraires d'abord, comme chez Agatha Christie ou Conan Doyle, mais le cinéma s'est emparé du procédé rapidement, que ce soit pour des adaptations ou pas. Et donc, Le Solitaire de Fort Humboldt. Western, enquête, bourre-pif et indien, une recette gagnante sortie tout droit d'un roman d'Alistair MacLean l'année précédente, sous le nom de Breakheart Pass, et qui prend place dans une région enneigée de l'Ouest, où un train chargé de soldats fait une halte avant sa destination finale. La mission, pour ce chargement, escorté d'un médecin, du gouverneur et d'une jolie fille, salut Jill, est de rejoindre le fort où se serait propagée une épidémie de typhus, pour leur apporter soins et renforts. Seulement voilà, Charles Bronson. Notre Charles Bronson qui flexe au saloon du camp et qui est en fait un homme recherché pour cause de diverses joyeusetés. Il se fait repérer par le shérif qui décide de l'emmener au fort Humboldt pour son jugement. Vous entendez, l'accorde bien sûr. Mais le convoi est réticent à l'idée d'agrandir son équipage, et malgré la fermeté du gouverneur à ce sujet, c'est l'homme de loi qui l'emporte.
2 hommes manquent à l'appel, le train repart, on bazarde Bronson dans un coin, qui s'appelle ici Dickin, et les mésaventures commencent. Peu à peu, certains passagers disparaissent mystérieusement, et le prisonnier va discrètement mener son enquête. Bon oui, je vous le dis, c'est pas lui le coupable. On assiste donc à cette enquête confinée, qui est davantage un prétexte à regarder Charles Bronson faire plein de trucs cool, plutôt que mener le spectateur par le bout du nez le plus longtemps possible. Le film ne dure qu'1 heure et demie, et western oblige, il se réserve un final explosif, donc rien ne traîne en longueur, mais le cœur de l'intrigue l'emporte facilement, grâce à ces scènes de tension assez subtiles. Jill comme d'hab est impeccable, et leurs face-à-face ont toujours ce quelque chose d'envoûtant. Et oui, vous l'aurez remarqué, c'est Richard Crenna, le gouverneur, notre adoré colonel Trotman. Ce que vous appelez l'enfer, il appelle ça chez lui. Et mention spéciale aux Indiens du dernier tiers, qui sont de véritables nez percés, embauchés pour l'occasion. Le film a beaucoup d'allure, je trouve. Tom Grise multiplie les plans costauds et s'entoure ici de techniciens de qualité, notamment le doyen Darrell Silvera pour les décors de plateau. Le mec a quand même bossé avec Hitchcock, Turner et Orson Welles. Oui, il a 75 ans là. Et sans oublier la musique, signée Jerry Goldsmith, qui est fabuleuse. Et d'ailleurs, je me permets... À partir de là, Bronson va terminer les années 70 comme il va sur ses 60 ans, passivement, préférant des rôles en adéquation avec son mode de vie, mais le public américain le délaisse peu à peu, et la hype du justicier est redescendue. Jusqu'à... Et oui, au début des années 80, Cannon Group acquiert les droits de Death Wish auprès de Laurentiis, et les deux vautours parviennent à convaincre Bronson de rempiler. Il accepte pour 2 millions, place Jill évidemment, et engage Michael Winner pour le mettre en boîte. Mais on parle de la Cannon, et si cette suite est un succès commercial, son tapage est retentissant. Le film est plus violent, plus trash, plus bête, à vouloir pousser les curseurs à fond, c'est aussi la médiocrité qui plafonne. Et malheureusement, Bronson sera sous contrat durant toute la décennie, avec seulement un droit de regard sur les scripts, et déplorera la répétition de clichés dans lesquels il se voit peu à peu s'enfermer. Le cancer de Jill en 1984 l'éloigne autant que possible des plateaux, vouant un soutien et une présence constante à ses côtés. Jill meurt en 1990, à 54 ans, et laisse Bronson avec sa triste notoriété. Il faut attendre 1991 pour découvrir le premier film de Sean Penn réalisateur, The Indian Runner, pour qui il écrit un rôle magnifique qui lui permet de briller une dernière fois, comme il le mérite. La carrière de Charles Bronson est admirable, lui qui a débarqué dans le cinéma un peu par hasard, il aura marqué le 7e art de nombreuses fois. Ce regard impassible, ce corps en mouvement, tout ce qui fait Bronson s'imprime avec force sur la pellicule. C'est ce genre d'acteur qui fascine, par son parcours déjà, maintenant qu'on peut l'observer dans sa totalité, mais surtout par cette présence, tout en pudeur et pourtant imposante, cette présence magnétique qui nous emporte calmement dans son sillage, quel que soit le rôle, quel que soit le film. Hey, Chaney! Dis-moi quelque chose, je sais pas, mais... C'est avant tout un rythme qu'il impose. Capable du plus calme au plus énervé, il donne le pouls de l'œuvre qu'il traverse, et beaucoup des cinéastes sont parvenus à capter sa métronomie. Et en quelques 150 métrages, c'est autant de facettes que d'émotions qu'il est parvenu à nous transmettre, nous offrant à l'arrivée bien souvent un bon film. Et voire peut-être un des plus grands.